Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais tout d'abord reviewer le show Impact Wrestling, le show Weekly Impact Wrestling du mardi 3 novembre. Et ensuite, je vais donner mes pronostics pour Power Struggle et New Japan Power Struggle 2020 qui se déroulera le 7 novembre et sera diffusé sur le New Japan World. Donc, alors on va commencer tout de suite avec le Weekly Impact Wrestling, puisque Scott D'Amore est en coulisses et c'est Tommy Dreamer qui le rejoint, lui disant qu'il va mener l'enquête avec tout ce qui s'est passé avec Johnny Bravo. Voilà, tout ce qui s'est passé la semaine dernière, puisque Johnny Bravo a été victime de tentatives d'assassinat dans le main event du dernier épisode d'Impact, pendant son mariage avec Rosemary. Et donc voilà, Tommy Dreamer, il va faire le détective, voilà, assez cool. So Young va défendre ensuite son championnat knockout contre Diona Purrazzo, et Diona Purrazzo remporte le match par DQ, coup de chaise de So Young, coup de chaise, et Purrazzo qui regagne pas le titre, donc... Et voilà. Alors c'est vraiment un bon match, j'ai mis 2,75, c'était cool à suivre. L'action, après c'est deux très bonnes catcheuses. Je suis déçu de la fin, je suis déçu de la fin, mais on y viendra un peu plus tard, ça va amener à quelque chose au moins. Ensuite, on a If et Rhino en coulisses, et ils arrivent, parce que If est censé avoir son contrat dans la compagnie, et donc Scott D'Amore, il félicite déjà Rhino pour avoir gagné le gauntlet de Bound for Glory, pour If, pour qu'If puisse signer à plein temps dans la compagnie, mais finalement If ne peut pas signer tout de suite puisqu'il ne pourra pas combattre dès la semaine prochaine, et même si son contrat représente tout ce qu'If a demandé, il pourra le signer qu'après sa réhabilitation de blessure, voilà, donc il va le signer, on fait durer un peu le truc, voilà, pour mettre un peu de compassion derrière If, je comprends le truc, mais bon, est-ce que c'est nécessaire, je sais pas. Sinon, bon segment. Hein. Ensuite, donc juste après, t'as l'avocat de Diona Purrazzo qui vient voir Scott D'Amore et qui demande un rematch pour Purrazzo à cause de la fin du match et du coup de chaise de So Young. Et donc, Scott D'Amore, tranquille, il accepte direct à Turning Point et il dit no DQ. Et l'avocat, il a l'air un peu stressé, voilà, il se demande ce que Purrazzo va en penser du no DQ, il est pas très, très content, il aurait préféré un match simple apparemment, et pour Purrazzo, il sait pas comment il va lui annoncer ça, mais d'abord il lui assure qu'elle va adorer, voilà. C'est super cool, ça met un peu de difficulté à la heel, et ouais, moi après, franchement je suis hype par le match de Turning Point. Ensuite, on aura Chris Bay contre Trey Miguel, alors c'est un match, victoire de Chris Bay, hein, match que j'ai pas trop aimé, bizarrement c'est deux catcheurs que j'aime beaucoup, mais le match j'ai pas trop aimé. Tout simplement parce qu'en fait des fois t'avais l'impression que c'était vraiment ultra chorégraphié et que quand ça marchait pas, que t'avais des problèmes de placement, les mecs s'attendaient plusieurs secondes des fois, et le spot était pas fluide, et ça a fait ça plusieurs fois dans le match, et ça m'a vraiment sorti du match. C'est comme en fait une machine avec un défaut de fabrication en fait. Des fois c'était bizarre, voilà. Donc sinon pour moi c'est 2,25 et je suis déçu de mettre cette note là à Chris Bay contre Trey Miguel parce que sur le papier c'est un match qui a l'air bien meilleur. Ensuite, on va passer au Locker Room Talk avec Madison Rayne qui le présente avec Johnny Swinger. Et donc Madison Rayne, elle invite Jordan Grace et Tenille Dashwood, et qui n'ont toujours pas de partenaire pour le tournoi pour les titres Tag Team Knockouts qui seront bientôt de retour à Impact. Alors, on commence avec Madison Rayne qui s'étonne que les deux femmes talentueuses, elles n'aient pas de partenaire. Et Jordan Grace, elle est un peu subtile, elle essaye de vouloir mettre Tenille Dashwood de son côté. Donc elle dit que l'équipe à battre est peut-être dans cette salle, tout ça. Et Dashwood elle confirme. Dashwood confirme, mais c'est pas pour Jordan Grace, puisqu'elle demande à Madison Rayne d'être sa partenaire. Et Rayne accepte directement Jordan Grace et Babyface rejeté. Voilà, je trouve ça cool pour mettre encore une fois over Grace. Dashwood, elle joue très bien son rôle. Et franchement, c'est un segment que j'ai vraiment bien aimé. Alors ensuite, on a un petit segment backstage que j'ai pas trop aimé, avec Tommy Dreamer qui interroge un arbitre par rapport à la tentative de meurtre sur Johnny Bravo et tout ça, et parce que Bravo avait dit du mal de l'arbitre dans les backstage, mais l'arbitre nie. Ensuite, t'as Johnny Swinger et Cody Deaner qui se disputent, et Dreamer, il leur dit d'aller s'affronter et de revenir après parce qu'ils sont tous les deux suspects, voilà, c'est tout simplement ça. Voilà, ça nous amène à un match entre Johnny Swinger et Cody Deaner qui sur le papier me hype pas du tout.
Alors ensuite, on va passer à ce que j'ai préféré, au moment que j'ai préféré de ce Weekly Impact. C'est une promo de Rohit Raju qui vient pour son habituel Defeat Rohit Challenge, donc son Open Challenge pour le titre X Division. Et c'est TJP qui répond, qui va sur le ring, et qui veut répondre à l'opportunité donnée par Raju. Mais Raju, il dit qu'à Bound for Glory, TJP a perdu, donc même s'il s'est pas pris le tombé, son opportunité, elle n'est plus là, il ne peut plus l'avoir. Et TJP, de toute façon, il ne veut juste que l'empêcher de briller, l'empêcher d'être sous le feu des projecteurs. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très cool, déjà. Et ce que TJP réplique est encore plus cool, puisqu'il va vraiment se mettre en supériorité. Voilà. Il dit, mec, j'ai catché plus longtemps que toi, t'as été fan de catch, ça fait 22 ans que je suis dans le business. J'ai été le plus jeune gaijin de l'histoire de New Japan, j'ai été champion cruiserweight de WWE. Et personne ne pouvait me battre en fait. Et TJP il dit ça, et il est super. TJP franchement c'est un promo guy, hein. Franchement TJP il est génial. Et Raju il lui dit qu'il est has-been, qu'il est juste pathétique, que Raju c'est l'actuel contrairement à TJP, voilà. Et après il y a TJP qui lui jette son thé dessus, là, sa boisson, je pense que c'était du thé, il lui jette son thé dessus et il se bat avec Raju pour le faire partir du ring. Donc je suis content, hein, parce que Raju contre TJP en avait un, c'est un match que je voulais voir pour le titre X Division. Je pensais qu'à Bound for Glory, TJP allait prendre le titre directement. Mais ça peut se faire à leur match qu'ils vont avoir en solo. Et je pense que ça va être très très cool. Et ça me hype bien de voir ça. Donc ensuite, on a Chris Sabin qui est interviewé en coulisses par rapport à l'attaque de la team Triple XL sur Alex Shelley la semaine dernière. Et Sabin, il dit juste que les équipes, comme le North à Bound for Glory, comme la team Triple XL la semaine dernière, ils savent qu'ils ne peuvent pas les battre à 2 contre 2, donc ils isolent Sabine. Et Sabine, finalement, il dit il veut affronter soit Issy Romero, soit Larry, n'importe lequel des deux. C'est bien, ça fait un programme d'attente pour les Motor City Machine Guns. Ils vont pas tout de suite aller vers les titres, ça me fait plaisir. Voilà. Il faut donner des programmes d'attente aussi, parce que la division par équipe à Impact, elle est quand même assez conséquente. Et ouais, je trouve ça cool, voilà, d'avancer un peu une storyline mineure, un petit peu, voilà, qui avance très bien quand même. Ensuite, on a Scott D'Amore qui reçoit Rohit Raju. Rohit Raju se plaint de TJP. Et finalement, TJP arrive. Et au final, on a Scott D'Amore qui autorise TJP à avoir une dernière chance au titre X Division. Mais s'il perd, il aura plus de chance au titre tant que Raju sera champion. Et Raju dit que quand D'Amore part, Raju dit qu'il va battre TJP. Voilà, tout simplement. Et je suis content de voir ce match. Que, comme je le disais, c'est un match qui me hype vraiment beaucoup. Et encore une fois, là, c'est une bonne petite promo backstage, voilà, qui fait avancer les choses. Ensuite, Ethan Page contre Doug Gallows. Victoire de Doug Gallows avec un super kick. Alors, le match est super, il y a de la très bonne action in-ring. Il y a un truc qui m'a vraiment marqué à la fin du match, c'est le selling d'Ethan Page, le super kick. Le mec, il se le prend, il convulse, il a les yeux raides comme... Enfin, il convulse pas, mais il a les yeux retournés, il est raide comme un piqué, il tombe, c'est magnifique. Le selling d'Ethan Page sur le super kick, il est masterclass. Oh, franchement, j'ai trouvé ça magnifique. Et donc après le match, bagarre entre les Good Brothers et le North, et c'est les Good Brothers qui vont rester forts. Et voilà, on lance un programme pour les titres tag, on lance un programme très sérieux. Et je suis content de voir ce programme arriver, parce que sur le papier, c'est peut-être des meilleures équipes d'Impact. Pour moi, le North est à coup sûr la meilleure équipe d'Impact. Je sais pas si je mets les Good Brothers en 2, mais ils en sont pas loin. Donc franchement, ça peut être très 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 cool. Ensuite, interview de Swoggle en backstage. Et il dit qu'il ne veut pas être pris pour une plaisanterie comme il a été pendant toute sa carrière. Il veut être vu comme un catcheur professionnel. Sauf que, en parlant de catcheur professionnel, c'est Brian Myers qui dit que Swoggle ne devrait pas oser dire ça devant lui, qu'il est le catcheur le plus professionnel qui existe. Et Myers, il se moque de Swoggle, il s'en fout. Et il pousse Swoggle au sol. Et ce que j'ai pas trouvé super logique, c'est que Swoggle, il dit qu'il veut pas être pris pour une plaisanterie comme un catcheur professionnel. Et quand il tombe au sol, t'as l'intervieweuse qui lui fait « Ah, ça va, t'es ok, t'as rien cassé ?» Voilà, voilà, j'ai pas trouvé ça des plus crédibles. Ensuite, Cody Deaner contre Johnny Swinger, je m'en fous, j'ai mis 1. Voilà, c'est pour patienter, clairement, voilà. Ensuite, encore une fois, super promo. C'est Moose qui va venir sur le ring, on va nous montrer qu'il a battu Issy Free, voilà, il dit que ces derniers mois, il n'a pas été pris au sérieux, il dit que le titre de la TNA, il devrait être pris au sérieux, et certaines personnes disent qu'il n'a pas obtenu le titre, mais à Bound for Glory, il a battu un homme dont certains disent qu'il est le meilleur champion de la TNA de l'histoire. Donc Moose, il a obtenu son titre.
Voilà, c'est ce qu'il dit en gros. Il rappelle sa longue liste d'hommes qu'il a battus, donc Tony Dreamer, Rob Van Dam, Rhino, Ken Shamrock. Et à Bound for Glory, il a battu le meilleur champion de la TNA de tous les temps, EC3. Voilà. Et il se plaint aussi que tous les gens parlent que du championnat du monde d'Impact et pas du championnat TNA, mais dans son esprit, Rich Swann, il aura toujours le deuxième championnat le plus prestigieux d'Impact. Il aura jamais le championnat le plus prestigieux d'Impact. Et Moose a le championnat le plus important, voilà, et il fait ce travail sur ça. Et ensuite, on voit une vidéo, Moose nous montre une vidéo par rapport à la douleur qu'on peut ressentir quand il attaque, tout ça. Et on voit Willie Mack qui est sur un parking, et Moose, il arrive pendant une vidéo que Mack faisait avec un fan, il attaque Mack, il lui met un coup de titre dans la tête, voilà. Et on revient à Moose sur le ring, et il continue à avertir Swann. Il dit ouais, Swann, t'as été averti. Mack, il en a maintenant l'expérience de la douleur qu'il a ressentie. Voilà. Et je trouve Moose, il est super, il rentre très bien dans la tête de Rich Swann. Et ça, c'est un programme qu'on va pouvoir avoir peut-être pour Hard to Kill. Et franchement, ça va être génial. Et sauf que là, t'as Willie Mack qui arrive, qui fait son entrée, qui se bat avec Moose jusqu'en dehors du ring. Voilà. C'est une très très bonne promo, un très très bon segment, encore une fois. Je suis très content de voir Moose avec un micro dans les mains, à chaque fois ça brille très fort, et voilà, c'était très cool. Donc ensuite on a Rich Swann qui est en coulisses, c'est à Chris Bay qui arrive, et qui le félicite d'abord pour le fait que Swann soit champion du monde d'Impact, et Bay, il fait comprendre à Swann qu'il veut une chance, il demande à Swann de dire qu'il est prêt à défendre son titre contre lui, voilà, Bay, il veut affronter Swann pour le titre mondial. Mais même si B est talentueux, Swann dit que pour avoir une opportunité, on dit pas simplement qu'on veut catcher contre telle ou telle personne, mais on obtient l'opportunité. Et ce qui m'a fait rire aussi, c'est que après t'as Eddie Edwards qui vient chercher Rich Swann pour leur match tag, et les deux mecs se barrent. Les deux mecs ils laissent B tout seul sur le canapé. Limite B parle tout seul à un moment, c'est très drôle. B il sait plus où il est. Et j'ai trouvé ça m'a fait vraiment rire en tout cas. Ensuite, on a Tommy Dreamer en coulisses qui nous annonce en gros que la liste des personnes qui peuvent encore avoir essayé de tuer Johnny Bravo est réduite à 10 personnes. On a Rosemary, Taya Valkyrie, Falaba, Hernandez, Avoc, Johnny Swinger, l'arbitre de tout à l'heure, Cody Deaner, Father James, Mitchell et Larry D. Et voilà, c'est tout le but de cette promo, c'est au moins on avance. Voilà. Au moins Impact, c'est avancer les choses. Voilà, ça me fait plaisir de voir qu'on avance les storylines dans les weekly petit à petit, et il faut pas y aller trop vite, mais il faut pas ne pas y aller non plus, voilà. Et c'est ce que fait très bien Impact. Donc alors, on nous annonce ensuite, juste avant le main event, on nous annonce les matchs de la semaine prochaine. Donc on a Rui Raju qui défendra son titre X-Division contre TJP. Je rappelle que si TJP perd le match, il pourra plus avoir de chance au titre tant que Raju sera champion. On aura Chris Sabin contre Essie Romero. On aura Madison Rain et Tenille Dashwood contre Avoc et Nevea. Et on nous officialise aussi qu'à Turning Point, Moose affrontera Willie Mack. On passe désormais au main event. Sami Callihan et Eric Young qui vont battre Rich Swann et Eddie Edwards dans un super match avec un package pile driver de Sami Callihan sur Eddie Edwards après intervention de Ken Shamrock. Donc t'as Shamrock qui arrive, qui intervient, Callihan qui roll-up, Edwards, dégagement à 2, package pile driver, match gagné pour Callihan. J'ai trouvé qu'il y avait de la très bonne action, c'est catcher que j'adore. Franchement c'est je suis content que le programme continue autour de Young, Swann, Edwards, et si on rajoute Callihan en plus, ça me fait plaisir. Donc voilà, c'est globalement un épisode d'Impact que j'ai vraiment bien aimé comme chaque semaine, et que je conseille. Voilà, c'était vraiment très cool. Je vais maintenant passer, alors avant de passer à mes pronostics pour New Japan Pro Wrestling Power Struggle 2020, il faut que je vous conseille un match qui s'est déroulé à Road to Power Struggle jour 8, c'est le match pour les championnats par équipe. Hiroki Goto et Zack Sabre Jr. ont conservé leur titre contre... Taichi, je vais y arriver. Il est 3h du matin à l'heure où je tourne la vidéo. Donc, des fois, je peux faire des petites erreurs. Voilà. Taichi et Zack Sabre Jr. vont conserver leur titre tag Heavyweight contre Hiroki Goto et Yoshihashi dans un super match. Il y a eu du bon slugfest. Zack Sabre, il te fait des trucs, mais impossible. Mais le mec... Zack Sabre, quoi. Zack Sabre, dans un ring, c'est fou. Le mec est sur une autre planète que nous, il vous fait comprendre. Les soumissions qu'il fait, l'éventail de soumissions, l'éventail de soumissions qu'il peut faire, c'est incroyable. Voilà. Et franchement, j'ai trouvé ça génial. Il y a aussi Yoshihashi. Yoshihashi, pendant le climax, il fait un très bon climax, c'est pas ça le problème. Mais j'étais pas des plus investis en Yoshihashi. Et pourtant, là,
j'ai trouvé que le mec a fait le meilleur match de son année, Yoshihashi. Yoshihashi, il a fait un très très gros match. Et j'ai adoré le voir évoluer dans un ring là. Les face-off, Goto, Zack Sabre, c'est magnifique. Taichi a pas démérité non plus. Même si je trouve que c'est le mec le plus en dessous des 4 dans le match. Voilà. Et voilà, et encore une fois, Zack Sabre qui porte le match. Et pour moi, c'est un bon 4,5. Super match tag. 4,5, je rappelle que c'est aussi ma note du match pour les championnats tag de Dominion, où Taichi et Zack Sabre prennent les titres à Ibushi et Tanahashi. Donc ouais, les mecs en tag, Taichi et Zack Sabre, ils font des très grosses notes, toujours. Enfin, de mon point de vue. Et j'ai trouvé ce match très très cool et je vous le conseille bien. Alors on va commencer donc les pronostics avec Minoru Suzuki qui va défendre le titre Never Openweight contre Shingo Takagi. Alors tout simplement, Minoru Suzuki, il a le titre Never Openweight seulement depuis le 29 août à Summer Struggle. Donc et voilà. Et même voilà, même à Summer Struggle, c'était super cool. Et franchement, je m'attends à ce qu'on ait un gros match, mais voilà, je pense que je suis plutôt sûr que Minoru Suzuki conservera le titre Never. Pourquoi pas pour affronter Ishii ou Goto à Wrestle Kingdom 15. Là, franchement, ce serait le dream match. Que ce soit Ishii ou Goto, franchement, là, je suis pour. Direct. Wrestle Kingdom. Ce serait incroyable. Pour le titre Never, là... Franchement, le titre Never, ils ont des trucs à faire parce que les mid-carders de New Japan, qui sont d'ailleurs meilleurs que les main eventers, ce que je trouve pas normal... Enfin, à part Naito et Ibushi, attention, Naito et Ibushi, c'est deux dieux du catch. Mais le reste, voilà. Mais Minoru contre Ishii, contre Shingo, contre Goto, ça devrait être magnifique. Voilà, dans tous les cas. Et donc mon pronostic, c'est Minoru Suzuki. Kazuchika Okada va affronter Great Okan dans un single match. Trop prévisible. Okada va gagner. Great Okan, s'il te plaît, Great Okan, le mec, il arrive sa tenue avec un point d'interrogation sur la tête, là. En plus, le mec est pas bon dans un ring. Le match est juste là pour préparer l'Okada Ospreay de Wrestle Kingdom. Et Okada gagnera contre le Great Okan à coup sûr. Ça n'en fait aucun doute pour moi. Parce que, en soi, c'est lui faire gagner contre le garde du corps avant de lui faire gagner contre le mec principal. Voilà, pour moi, c'est logique. Ensuite, on va passer au match pour moi le plus prévisible de la carte, Kenta contre Hiroshi Tanahashi. Alors là, je sais pas ce qu'ils se sont dit. Mais en fait, c'est Tanahashi qui challenge Kenta pour la mallette pour challenger pour le titre IWGP US. Et Kenta, sauf que Kenta, à New Japan Strong, il est en rivalité avec David Finlay. Et David Finlay a challengé pour la mallette, sauf que le match n'a même pas lieu avant Power Struggle. Il n'est pas annoncé d'ailleurs le match. Mais on sait qu'il n'a pas lieu avant Power Struggle au moins. Donc je vois pas comment on pourrait passer à côté de ce match pour la mallette. Et je sais pas ce qu'ils se sont dit New Japan en faisant ça. Je sais pas ce qu'ils se sont dit exactement. Parce que je pense qu'ils se sont dit qu'on regardait pas New Japan Strong, que c'était pas important, que voilà, qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, mais là le match il est tellement prévisible. Le match est super prévisible, je trouve, personnellement. Et donc mon pronostic c'est Kenta sans problème pour aller affronter Jon Moxley pour le titre US. Ensuite, Toru Yano va défendre le King of Pro Wrestling 2020 contre Zack Sabre Jr. dans un no corner pads match. Pour moi, avec la stipulation, ils vont se débrouiller. Peut-être même que Yano va gagner par décompte à l'extérieur, mais malheureusement, je vois pas Zack Sabre gagner, même si le roi du catch professionnel, ça va bien avec le nom de Zack Sabre, étant donné que ça l'est. Mais ouais, je vois Yano gagner parce que des fois, ils font des upsets. De toute façon, Yano, c'est toujours des matchs assez imprévisibles. Mais là, je sais pas. Je les vois mal donner le King of Pro Wrestling à Zack Sabre. Surtout qu'il a déjà les titres tag à côté, donc voilà, je vais y aller sur Yano, personnellement. Ensuite, Tetsuya Naito contre Evil, rien qu'à dire ce match, j'ai la flemme de le voir. C'est la 4e fois qu'on le voit, je suis vraiment saoulé. Pour Naito qui défend un titre heavyweight et titre intercontinental, j'ai la flemme. J'ai la flemme de voir ça, ça a été overbooké tout le temps avec Evil, la gruge, tout ça. Je vois Naito conservé parce que Naito il a perdu les titres contre Evil, il les a récupérés. S'il les repère, c'est complètement con. Franchement, ça m'étonnerait même pas. Ça m'étonnerait même pas qu'Evil les regagne. Mais je vais dire Naito pour rester à peu près rationnel. Et bien sûr Naito qui n'est pas... Attention, si je gueule pour le match, c'est surtout pour Evil, parce que Naito c'est quelqu'un que je considère personnellement comme une légende vivante, donc j'ai pas de soucis avec lui. Et en plus ça va être le main event, quoi.
Et en plus, ça va durer 25-30 minutes peut-être d'overbooking avec les interventions de Dick Togo, de Yujiro, de Jado qui va mettre 3 heures à rentrer comme à Dominion, ou je sais pas quoi, mais j'ai la flemme. Voilà, j'ai juste la flemme et je prends le stick Naito parce que là, si c'est pas ça. Oh, mon dieu. Alors, le dernier match que je vais pronostiquer, c'est Kota Ibushi contre Jay White pour le droit de challenger au titre heavyweight et intercontinental à Wrestle Kingdom. Donc la mallette du G1 Climax 30 remportée par Ibushi, pour la deuxième année consécutive d'ailleurs. Je vois Ibushi gagner, parce que Ibushi, ce qu'ils veulent raconter selon moi, c'est son histoire un peu de oui, j'ai pas gagné contre Okada à 14, mais je regagne le Climax et à 15, je regagne contre Naito. Et ça fait un peu le mec qui a échoué, qui a appris de ses erreurs et qui gagne le titre. Surtout qu'en plus, le Ibushi Naito, il n'a pas lieu à Kingdom 14, c'est le seul match qui n'a pas lieu à Kingdom 14. Parce que Ibushi, il affronte et Okada et White, et Naito, il affronte et White et Okada. Et donc, ça, le Ibushi Naito, c'est la seule affiche qu'on n'a pas. Et ouais, franchement j'ai tellement envie de voir Ibushi Naito à Wrestle Kingdom 15. Je pense que ça peut être un match incroyable, que le storytelling peut être très bien raconté. J'espère que New Japan va faire ça, j'espère de tout cœur, parce qu'ils sont capables. Ils sont capables, hein. La chose dont j'ai le plus peur, c'est qu'ils fassent Evil contre Jay White au main event de Wrestle Kingdom 15. Parce que là, entre Jay White, j'aime bien Jay White, hein, mais entre Jay White qui est vraiment très sloppy dans un ring, pour moi Jay White, le mec fait un move toutes les 5 minutes, et Evil qui va pas arrêter d'overbooker ses matchs avec la gruge, avec les... je vais pas supporter. Hein. Main event de Wrestle Kingdom comme ça, je vais pas supporter. Et donc voilà, Ibushi, pour suivre, voilà, si je dis Naito, je dis Ibushi, pour moi c'est logique. L'histoire un peu qu'ils veulent raconter avec Ibushi, c'est comme je le disais, c'est... Il a échoué, il a appris de ses erreurs, il gagne les titres, et il serait temps aussi de couronner Ibushi champion. Hein. Le mec a 38 ans, 39 ans. Donc, dépêchez-vous avec lui, parce que le mec c'est un génie du catch. Et il a toujours pas eu un titre solo chez New Japan. Et cette fois-ci, je pense que ce sera peut-être le bon. Donc voilà, c'est tout pour mes pronostics pour Power Struggle. N'hésitez pas à mettre les vôtres dans les commentaires. Et n'hésitez pas également à réagir à la vidéo. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, je ferai une review d'Ultimate Party bientôt. Et aussi du Gate of Destiny de Dragon Gate. Donc j'ai vu les deux shows. Je tournerai la review d'Ultimate Party probablement donc ce soir. Et la review de Gate of Destiny demain soir. Et je vous sortirai, tout sera sorti pour le week-end. D'ici là, à la prochaine.